On ne peut pas faire plus fort, malheureusement. Et surtout présenter ma mission, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Je fais donc partie de l'éducation nationale, je suis un enseignant référent. Donc ma mission en fait découle directement de la loi 2005, sans être rébarbative sur la loi, parce que je pense que tout le monde la connaît par rapport aux élèves en situation de handicap et de l'école inclusive. C'est-à-dire que la mission effectivement de l'école maintenant, c'est d'inclure autant que faire se peut et à chaque fois que possible, de trouver des solutions pour que l'élève en situation de handicap soit au sein de l'école ordinaire. Donc avant que de repasser sur les articles de loi qui vont être intéressants par rapport à ma mission, je vais plutôt un peu vous parler du rôle qu'un enseignant référent a au sein des établissements scolaires. Donc on fait le lien entre la maison départementale de l'autonomie, les MDPH ou les MDA selon les départements. Elles ont un intitulé différent. Et donc ce lien entre ces MDPH et les établissements scolaires sur un secteur géographique donné. Donc moi j'interviens en fait sur le bassin d'Angers et notamment dans le second degré, essentiellement sur des lycées généraux, technologiques et professionnels. Donc le rôle de l'enseignant référent, pour faire simple et court, est d'être en relation finalement avec les établissements scolaires et les équipes de terrain pour aménager les parcours des jeunes et se poser les questions en fait sur ce qui est possible de mettre en œuvre et de les mettre en œuvre et de venir évaluer le plan de compensation qui est donné par la maison départementale de l'autonomie ou la NDPH. Donc ces compensations, elles sont de différents ordres, c'est-à-dire qu'elles peuvent être sur le plan humain, sur le plan matériel ou sur le plan médico-social. Donc, au fur et à mesure que je vais vous présenter une situation d'élève, je vais utiliser des sigles que j'essaierai autant que faire se peut de vous définir à chaque fois. Et si il y a des choses que vous ne connaissez pas, n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à me demander. L'occasion de travailler ensemble, parce que j'étais à un moment donné basé sur le Maine-et-Loire, sur cette problématique, sur cette thématique du handicap. Toujours, moi aussi je suis personnel d'éducation nationale, dans l'accompagnement des équipes, parce qu'accueillir un jeune dans un établissement peut interroger les équipes éducatives. Donc cette relation d'accueil, de préparation, se fait au niveau des établissements, et aussi, comme on a des CET dans la salle, se fait aussi au niveau des entreprises, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve des stages en entreprise. Donc accueillir un jeune avec un handicap se prépare aussi au niveau d'une entreprise. Donc j'essaierai avec ma collègue d'apporter des témoignages, des réalités, et puis un petit peu ce que nous, l'éducation nationale, on a mis en place par rapport à ça. Non, franchement, on peut pas savoir à l'avance. On a ces questions-là des parents aussi. Alors, il y a une réponse à votre question, je me permets. C'est en fait, dans des formations professionnelles où il y a des risques en termes de travaux professionnels, il y a la visite médicale pour les travaux réglementés. Et généralement, c'est le médecin scolaire qui a fait ces visites médicales et qui met un avis défavorable. Nous, on a eu le cas d'un élève qui a été affecté en chaudronnerie et qui avait des comportements inadaptés à l'atelier. Et lors
de la visite médicale, le médecin scolaire s'en est aperçu, a mis un avis défavorable. C'est un élève Donc, d'Ulysse. comment C'est un élève d'Ulysse. Non, c'est un élève de Après, troisième, on fait ça. il est Oui, voilà. rentré, Parce que, voilà, c'est un peu- sans aucun accompagnement psychologique, et le médecin scolaire a mis un avis défavorable qui pourra être levé si l'élève D'accord. entame un parcours de soins. Si je prends le côté CAP, on va dire, de gens de sécurité, c'est qu'il n'y a pas de travaux dangereux. Non, mais il peut y avoir une adaptation du poste de Après, travail. c'est l'entourage qui est Voilà. peut-être dangereux pour ce jeune-là. Oui, voilà, Et une des adaptation. fois, oui, j'aime bien y aller, etc. Bon, pour des fois, il y a des collègues de ils veulent rentrer dedans, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir, parce que si on me demande, est-ce que vous... Mais je pense que la demande, il ne faut pas la résoudre seule. Il y a les enseignants référents, il y a les parents, il y a le médecin. Voilà. Il faut que tout ça soit en corrélation pour qu'il y ait une réflexion qui soit donnée. Parce que, effectivement, le jeune peut être hémiplégique et devenir cosmonaute. Pourquoi pas peut-être qu'on peut adapter. Non, mais je prenais un exemple. Voilà. Par contre, la réflexion, elle est sur l'adaptation. Est-ce qu'il y a possibilité d'adapter, comme vous le dites, la situation de travail, le poste de travail, et puis peut-être que sur certaines compétences développées, certaines compétences, on n'aura pas la globalité, mais on aura une partie qui permettront une employabilité. Hein, on parlait tout à l'heure en aparté la problématique du nettoyage, de l'hygiène et de choses comme ça. Peut-être que tout ne peut pas être fait, mais peut-être que simplement le fait d'être en possibilité de laver des carreaux peut résoudre, peut donner un emploi. Hein, voilà. On est vraiment dans cette réflexion-là. Donc dire auparavant, c'est pas possible, ça me paraît compliqué. Quoi. On ne peut pas établir un catalogue. Hein. Moi aussi, non, mais voilà, il aurait pu avoir un catalogue. Sachant que normalement, moi, les élèves dont je parle, ce sont des élèves finalement qui sont compensés. Donc la compensation doit être une réponse en fait à cette adaptation. Alors après, c'est avec cette compensation, c'est faire le bilan, de se dire, bah oui voilà, ça il peut vraiment pas du tout faire. Et donc on écarte carrément ce champ de la formation, où ça il peut faire et on garde finalement cette formation. Parce que pour rebondir sur ce que disait madame derrière, sur l'avis du médecin, il donne sur la réglementation des travaux dangereux, mais ça n'enlève pas le fait que le jeune puisse rester dans la formation. Il y a plein d'autres situations en fait d'apprentissage où il n'est pas dans cette situation dangereuse. Donc du coup, il peut continuer de... Et c'est le cas de notre jeune, hein, que la vie il est défavorable du médecin. C'est la médecine du travail ensuite qui se prononcera sur le fait qu'il puisse avoir ce type d'emploi dans l'entreprise. Mais au niveau de la médecine scolaire, elle ne va se prononcer que sur les produits dangereux et puis le matériel dangereux. Et ça ne va pas écarter forcément les situations d'apprentissage. Hein. Et pour les moins de 18 ans, tout à fait. Après, ce sera la médecine du travail. Monsieur la parole à madame qui souhaitait poser une question. En fait, je voulais répondre en même temps à monsieur, puisque moi je m'occupe en fait d'élèves en situation de handicap moteur dans un lycée. Et effectivement, il n'existe pas actuellement l'ULIS, lycée professionnel TFM, c'est-à-dire trouble de fonction motrice. Ça n'existe pas. Il existe des TFM ULIS en collège, mais pas au lycée. Parce qu'effectivement, le principe de réalité fait que les choses professionnelles sont compliquées pour eux. Donc nous, on propose un bac professionnel de gestion-administration adapté, parce que la gestion-administration pour les élèves handicapés moteurs, ça reste accessible. Ça dépend évidemment du handicap, hein, mais travailler par ordinateur, c'est accessible. Mais en fait, voilà, c'est pour répondre à votre question. Et moi, c'est pas une question, c'est une remarque. Hein. Je constate aussi que la problématique ne vient pas pour moi de l'éducation nationale, puisqu'effectivement, on fait plein de choses formidables pour accompagner tous les jeunes. Au niveau de la pédagogie, on les amène à des compétences, on les amène à réussir des diplômes. Mais le problème vient ensuite de l'entreprise, parce qu'on n'arrive pas à les employer. Les chiffres de l'ARS, en tout cas pour les jeunes handicapés moteurs, c'est 80% des jeunes ne trouvent pas de travail. Et effectivement, votre jeune, là, de celui dont vous parlez, trouve peut-être un emploi dans une entreprise adaptée, qui est spécifique. Or, vous dites... Là, pour l'instant, oui. Hein, d'accord. Donc à trouver une entreprise, bravo. Parce qu'aujourd'hui, les risques et les obligations qui pèsent sur l'employeur sont de telle ampleur. On parle de la pénibilité. Vous avez parlé d'un emploi en carrosserie. Carrosserie, sauf erreur de ma part, bon, je ne suis pas dans la carrosserie. Moi, je suis dans la chaudronnerie et tout ce qui est tôlerie. Mais carrosserie, ça nécessite l'utilisation d'outils vibrants. Aujourd'hui, on a une obligation de diagnostic de pénibilité et sauf erreur de ma part, un jeune de 16 à 18 ans n'a pas le droit
d'être soumis à un risque qui peut éventuellement être lié à la pénibilité. Donc on parle de risque vibration mécanique. Donc comment est-ce que vous avez géré ça? Comment l'entreprise a géré ça? Puisque officiellement, elle ne peut pas, sauf dérogation particulière, mettre un jeune sur ce type de poste. Je veux dire des éléments essentiels. Je reprendrai les mots-clés, le travail en équipe, la participation de professionnels à différents niveaux, la notion de dispositif mise en place, le nombre des acteurs auxquels il faut faire référence et combien il est important que l'ensemble de ces acteurs soient, je veux dire, d'accord sur ce qui va être mis en place, la motivation des acteurs, mais également de la personne impliquée, la problématique de l'autonomie de la personne en situation de handicap telle qu'elle est identifiée, la notion de sécurité pour lui et pour les autres également qui doit être prise en compte, la compensation, l'aménagement du poste de travail également, le changement aussi qui est un élément perturbateur auquel vous avez fait référence, le développement de compétences, ça veut dire quel que soit, et dans ma mission, vous savez, il y a, vous connaissez peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont dans différents et compétents. Donc je suis la personne qui signe et qui remet les diplômes à des personnes en situation de handicap, qui ne vont pas passer un CAP, mais qui auront une partie de CAP. On leur met une attestation de compétences, et je ne peux pas vous imaginer le plaisir qu'ont ces jeunes en recevant ce diplôme, et celui que j'ai à leur remettre sur la reconnaissance de quelque chose, je veux dire, qui est très important pour eux. Donc, effectivement, quelle que soit l'activité réalisée, quel que soit le type de handicap, au niveau scolaire, il y a toujours une compétence de développer. Le tout, c'est qu'elle soit bien identifiée et que la personne qui a pu développer cette compétence-là puisse savoir qu'elle a acquis cette compétence aujourd'hui. Elle est reconnue par les spécialistes que vous êtes à un moment donné. Mais l'acteur même qui est en situation de handicap ne sait pas nécessairement qu'elle a développé cette compétence. Et à partir de là, comment voulez-vous qu'elle ait une image positive vis-à-vis des autres? Et on le sait bien souvent, l'échec scolaire, en dehors de l'handicap, l'échec scolaire est lié à une dévalorisation de soi-même, donc une non-reconnaissance d'une compétence et d'une utilité dans la société.